organisé sur le thème de crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. Donc, nous allons être ensemble pendant une heure et demie. Et je suis Véronique Bousquet, donc directrice de l'appui aux entreprises à la CCI Hérault. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin pour animer cette réunion, donc 4 intervenantes qui appartiennent donc soit au service de l'État, soit au cabinet Myriagon Conseil, qui est notre partenaire pour organiser ce webinaire. Donc, merci mesdames pour vos interventions. C'est Laetitia Gage qui animera le webinaire ce matin. Nous allons parler de l'actualité des dispositifs crédit d'impôt, donc innovation et crédit d'impôt recherche. Donc, pour vous évoquer l'évolution de ces dispositifs en 2022, également faire un état des lieux, des bonnes pratiques et surtout répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le fil de discussion qui est à votre disposition. Et ce que nous vous proposons, c'est de rassembler toutes les réponses à vos questions après les interventions. Voilà, donc sur un timing qui est prévu pour 1h30 maximum ce matin. À l'issue, vous recevrez un lien pour accéder au replay du webinaire, également une enquête de satisfaction. Donc, si vous voulez bien y répondre, cela nous permet d'améliorer nos services, puisque nous, au titre de la CCI Hérault, ce que nous cherchons, c'est à vous informer au mieux sur les mesures et tout ce qui peut vous aider, toutes les solutions qui sont à votre disposition pour vous aider à réaliser vos projets. Voilà, donc merci encore à nos intervenantes qui se présenteront dans de la matinée. Et bon webinaire à tous. Merci Véronique et merci de nous accueillir encore cette année afin d'évoquer les dispositifs de financement de l'innovation pour les entreprises. Donc, je me présente, je suis Laetitia Gage, responsable de la Business Unit Financement de l'innovation chez Myriagon Conseil. Et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Alors, webinaire durant lequel nous allons parler d'innovation. En effet, l'innovation est vraiment actuellement au cœur de nos préoccupations. D'une part, elle est nécessaire pour favoriser la croissance des entreprises, mais aussi parce que nous allons en avoir besoin pour faire face aux nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Et pour cela, les dispositifs du crédit d'impôt recherche, le CIR, du crédit d'impôt d'innovation, le C2I, et le statut de jeune entreprise innovante sont des dispositifs qui permettent de financer une grande partie des dépenses de recherche, développement et innovation des entreprises. Ces dispositifs sont matures aujourd'hui, mais cette année 2022 est une année charnière sur ces dispositifs parce que nous avons eu la mise en place de la nouvelle loi de finances pour 2022 qui vient en fait les faire évoluer. Et c'est pour cette raison que nos intervenants, qui représentent en fait toutes les parties prenantes autour de ces dispositifs, vont nous présenter à la fois leur bilan pour l'année 2021, mais aussi les évolutions pour l'année 2022. Donc, durant 1h30, nous allons parler des changements concernant le statut de jeune entreprise innovante et aussi concernant les dépenses, la déclaration des dépenses de recherche externalisées pour le CIR, avec notamment la mise en place du crédit impôt collaboratif entre les entreprises et les établissements publics de recherche. Mais les intervenants prendront aussi le temps de nous faire leurs recommandations et de nous dispenser leurs bonnes pratiques en termes de déclaration de CIR, comme par exemple comment sélectionner ses dépenses éligibles, comment présenter au mieux son dossier et aussi quels sont les circuits d'instruction et de décision au niveau du CIR. Donc, chaque intervenant va disposer d'une quinzaine de minutes pour nous faire sa présentation. Et comme vous l'a dit Véronique, nous vous invitons à poser vos questions via le chat en continu et nous les rassemblerons et tenterons de répondre à l'ensemble de vos questions à la fin des interventions. Et nous allons commencer la série d'interventions par le volet scientifique avec l'intervention de Sylvie Robert, qui est chargée de mission à la DRARI, la Direction régionale académique de la recherche et de l'innovation, et qui va nous parler du crédit d'impôt recherche et de ses évolutions. Bonjour. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Donc, effectivement, je suis chargée de mission à la DRARI,
Donc, la DRARI, c'est en fait la représentation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en région. Et à ce titre, en fait, c'est la DRARI qui va évaluer tous les dossiers en fait, qui sont transmis par l'ADR-FIP dans le cadre du crédit impôt recherche, mais uniquement sur le volet scientifique et technique. En fait, l'évaluation, puisque nous, on est compétents uniquement dans ce domaine, ne porte que sur le volet scientifique et technique. Donc, je vous propose déjà dans la première diapo de vous montrer en fait l'articulation entre le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Ça arrive. C'est bon. Ça devrait. Voilà. Globalement, en fait, là, ça vous montre en fait comment on conçoit un projet d'innovation. Donc, l'innovation, je vous rappelle quand même la définition, c'est l'ensemble des démarches qui mènent à l'élaboration de produits, de procédés ou des services qui sont nouveaux ou améliorés. Donc, en général, on considère que pour mettre au point un produit nouveau, donc là, vous avez sur la gauche en fait le schéma qui va vous permettre d'élaborer votre produit avec, en identifiant ce dont vous avez besoin, faire un cahier des charges et ensuite réaliser les travaux. Donc, la conception de ce nouveau produit relève du crédit impôt innovation. Mais au cours de son élaboration, vous serez sûrement amené à rencontrer des difficultés que vous ne pourrez pas lever autrement qu'en faisant une démarche scientifique, en recherchant un état de l'art, en identifiant les verrous et du coup de trouver des méthodes pour lever ces verrous et pouvoir progresser dans l'élaboration de votre produit. Cette partie correspond à une opération de recherche et développement et cette partie, par contre, est éligible au CIR, contrairement à l'autre partie. Donc, dans la deuxième diapo, voilà, la nouvelle doctrine a été définie donc, au mois de juillet, mais elle reprend quand même, quant aux opérations qui sont éligibles au CIR, la définition qui correspond au manuel de Frascati, qui est la référence et qui vous donne en fait les éléments qui permettent de juger qu'une opération est une opération de R&D, à savoir comporter un élément de nouveauté, un élément de créativité, présenter des incertitudes. Il faut aussi que la méthode mise au point pour lever ces incertitudes soit systématique, qu'elle ne soit pas unitaire, et qu'elle soit aussi transférable, reproductible, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement applicable à l'entreprise dans laquelle elle a été créée. Je vous ai repris ensuite, donc dans le cadre du CIR, l'assiette qui était retenue pour le crédit impôt recherche. Donc, ce crédit impôt recherche, en fait, il couvre 30% de l'assiette des dépenses d'opérations de recherche scientifique et technique, et ce jusqu'à 100 mégas euros. C'est limité ensuite à 5% au-delà. Là, j'ai mis, vous avez donc la totalité de l'assiette, donc les amortissements, les dépenses de personnel, les frais de fonctionnement. Je vous ai surtout mis l'accent en fait au cours de cette présentation sur les dépenses de recherche externalisées, parce que c'est en fait ce qui a subi le plus de modifications et qui en subit encore. Donc, jusqu'à présent, jusqu'en 2020, l'organisme auprès duquel on confiait une recherche externalisée pouvait être aussi bien public que privé, mais pour un organisme privé, il devait être agréé aussi. On devait donc demander un agrément.
Ensuite, à partir après 2020, en fait, la première modification, en fait, vous ne l'avez pas forcément vue, c'est la conséquence du Brexit, en fait, où là, on a des agréments en fait, qui ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2021. Et puis, la deuxième grosse modification, en fait, c'est que l'agrément CIR devient maintenant obligatoire aussi pour les organismes publics ou assimilés. Donc voilà pour à partir de 2021. Oui, autre modification et qui est importante, c'est à partir de janvier 2022, la fin du doublement des dépenses engagées avec des organismes publics et la majoration des 2 millions d'euros du plafond annuel pour les dépenses externalisées. Donc ça, c'est vraiment une modification importante. Autre aspect aussi dans la définition de la recherche externalisée, en fait, avant, seules des véritables opérations de R&D qui étaient confiées à des sous-traitants étaient éligibles. Et maintenant, l'assiette a été élargie. Donc, c'est ce que je vous présente en fait dans la diapo suivante. Donc, je vous reprends en fait le principe à la fois de la sous-traitance et de la collaboration de recherche, puisque vous verrez que ça aura une importance tout à l'heure. Donc, le principe de la sous-traitance, c'est qu'on confie à une entreprise externe le soin d'exécuter, selon un cahier des charges préétabli, un certain nombre d'opérations. L'entreprise, en fait, conserve la responsabilité économique. En fait, on a une réaction qui est bilatérale et en hiérarchie. Donc, on a un donneur d'ordre, un sous-traitant. Donc, le donneur d'ordre reste propriétaire de la propriété industrielle. Et le sous-traitant, lui, il peut réaliser une véritable opération de R&D pour le compte du donneur d'ordre. Il réalise en interne la totalité des travaux qui lui sont confiés et il assume la coordination scientifique de l'opération confiée. Par contre, pour une opération de collaboration de recherche, en fait, là, on a une relation qui est beaucoup plus ferme entre les partenaires. Et l'objectif des recherches qui sont menées en commun sont justement d'arriver à un objectif commun. Donc, on a une division du travail avec chacun en fait, qui définit dans un cadre collaboratif la nature de sa collaboration. Ils contribuent chacun à leur réalisation et ils partagent les risques et les résultats. Donc on a donc une relation bilatérale ou multilatérale, mais qui n'est pas hiérarchique. On a un partage des dépenses et de la propriété industrielle qui est générée par l'opération. Donc ça, cet aspect, en fait, je vais revenir dessus pour la collaboration de recherche avec une commence à partir de cette année, la mise en place du crédit impôt collaboration. Donc pour faire un résumé, en fait, vous avez ici ce qui change en fait à partir du 1er janvier 2022. Donc avant, là concernant les dépenses de recherche externalisées avec un sous-traitant, donc avant, seules les factures de sous-traitance où il y avait de la R&D étaient éligibles. Maintenant, en fait, certes, ces opérations sont toujours éligibles, mais en plus, quand ces opérations sont indispensables à la recherche, elles sont aussi éligibles au titre du CIR, même si ce ne sont pas de réelles opérations de R&D individualisées.
Et puis, donc, sont également éligibles les collaborations de recherche qui sont indispensables à la réalisation des opérations. Et puis, donc, ça, je vous l'avais dit aussi, l'agrément CIR est exigé maintenant pour tous les organismes, y compris les organismes publics. Voilà. Donc, à partir de 2022, on a la fin du dispositif qui prévoyait le doublement de l'assiette du CIR pour des dépenses qui étaient externalisées, qui étaient effectuées par des organismes publics. Ça posait un certain nombre de problèmes. Voilà. Non, c'est un peu vite là. Voilà. Et donc, du coup, a été mis au point un nouveau crédit d'impôt, qui est le crédit impôt collaboration de recherche, qui est bien distinct du CIR et qui est vraiment limité à des dépenses de recherche qui sont effectuées avec ce qu'on appelle maintenant des ORDC, donc c'est des organismes de recherche et de diffusion de connaissances. En fait, ça permet d'être plus large que vraiment des organismes de recherche, dans le cas d'une réelle collaboration de recherche. Donc, pour être un ORDC, il faut exercer des activités de recherche de façon indépendante et d'avoir relativement peu d'activités économiques, puisque c'est inférieur à 20% de son chiffre d'affaires. Enfin, ça comprend en fait les anciens organismes, enfin les EPST, l'établissement public à caractère scientifique et technique. Pour eux, en fait, l'obtention d'un agrément sera assez facile. Il suffira de faire une demande auprès du MESRI. Pour les autres organismes, l'agrément est accordé assez facilement si l'organisme a déjà un agrément CIR et qui justifie de cette qualité d'ORDC, donc d'organisme de recherche et de diffusion de connaissances. Donc, certains de ces organismes sont déjà ciblés comme ORDC, soit par l'Agence nationale de la recherche, la Commission européenne, et sinon, en fait, il suffit qu'en fait, l'organisme remplisse un formulaire déclaratif. En quoi consiste, donc là je rappelle en quoi consiste comment on peut juger d'une collaboration effective de recherche. Donc, c'est un objectif commun fondé sur une répartition du travail, donc avec un partage des risques, quels qu'ils soient, financiers, technologiques, scientifiques, et un partage des résultats et de la propriété industrielle. Pour être éligible, en fait, quand une entreprise collabore avec un ORDC, en fait, il peut soit uniquement utiliser, valoriser cette collaboration au titre du CIR. Donc, c'est efficace pour les travaux de R&D sous-traités, les travaux réalisés avec des autres entreprises dans le cadre de collaboration de recherche. Mais il peut aussi activer soit le CIR, soit le SICO, le nouveau SICO. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et ça, c'est uniquement pour des travaux réalisés avec les ORDC. Donc là, il a le choix. Les taux qui prévalent sont, donc je vous le rappelle, pour le CIR, c'est 30% des dépenses de recherche qui sont engagées. Et pour le SICO, alors là, j'ai fait une erreur, c'est une faute de frappe, c'est 50% des dépenses qui sont engagées pour les PME et 40% pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Je vais d'abord, vous prendre conscience, en fait, vous faire prendre conscience des points clés qui sont à retenir, et après je reviendrai sur peut-être plus sur le bilan de l'année 2021. Donc,
Les principales évolutions en fait, concernent les dépenses de recherche externalisées et notamment les distinctions entre les prestataires publics et privés qui sont abolies à compter 2022, donc, puisque tout le monde, en fait, tous les organismes doivent avoir un agrément CIR. L'agrément CIR est maintenu pour permettre d'identifier les prestataires capables de faire de la R&D. Et puis, le périmètre d'éligibilité de ces dépenses externalisées est élargi puisque maintenant, outre les opérations vraiment de R&D, la sous-traitance non R&D, mais qui est nécessaire à la réalisation de l'opération, sont éligibles aussi, et les collaborations de recherche aussi. Voilà pour les grosses modifications donc pour cette année. À partir de cette année. Pour le bilan de 2021, à la DRARI Occitanie-Est, on a traité 11 dossiers de contrôle. Ça représentait un total en fait, de 90 projets. Et puis, pour les rescrits, donc les rescrits qui permettent de sécuriser une opération CIR, en fait, être sûr, mais je pense que ça, Madame Pien vous en parlera, pour être sûr, en fait, que vos recherches, enfin, vos opérations correspondent bien à la recherche et développement, en fait, vous pouvez demander un rescrit. Et là, les rescrits, en fait, on en a traité 42. Pour cette année. Donc, d'une façon générale, on s'est attaché à faire plus de rencontres parce qu'on avait des fois des dossiers qui étaient mal montés, où l'aspect recherche et développement n'apparaissait pas clairement, la démarche scientifique n'était pas clairement identifiée. Ça, c'est des choses qui ressortent assez souvent dans les dossiers de rescrit. Surtout des fois parce que l'entreprise est un peu jeune et elle n'a pas forcément bien perçu les aspects qui étaient demandés. Je vais peut-être m'arrêter là, puis ça sera l'objet de questions peut-être, si c'est pas assez précis. Voilà. Merci Sylvie pour cette intervention et pour ce tour d'information 2022 et surtout ce bilan pour l'année 2021 au niveau de la DRARI. Moi, j'ai juste une petite question concernant le SICO. Est-ce que vous avez un petit peu un calendrier pour sa mise en place, parce qu'actuellement, on est encore un petit peu en attente de voir comment il va être réellement mis en place et utilisé à partir de 2022. Alors, on est toujours en attente des informations officielles. On a des informations, mais c'est des informations qui ne sont pas validées. Donc, moi, je ne peux pas prendre le risque de vous donner… Normalement, les textes devraient sortir bientôt. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas, par exemple, il n'est pas prévu qu'il y ait de rescrit SICO. Mais pour les dates, ça devrait intervenir relativement rapidement, mais je peux pas, pour le moment, je n'ai pas d'éléments supplémentaires. Ok, merci beaucoup. De toute façon, ne nous quittez pas, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions en deuxième partie de ce webinaire auquel vous pourrez contribuer à répondre. Et nous allons poursuivre avec le volet administratif, avec la présence de Madame Caroline Pilin de la DDFIP 34, qui va nous faire un petit rappel des bonnes pratiques CIR vis-à-vis de l'administration. Madame Pilin, je vous laisse la parole. Merci. Donc, effectivement, tout comme l'année dernière, je réitérerai certains conseils, même si chaque année, de nouvelles entreprises viennent à nous pour nous présenter leurs dossiers et faire leurs demandes. Donc, le premier conseil, effectivement, c'est de nous donner des dossiers les plus complets possibles, de façon à éviter à l'administration de devoir vous demander des pièces complémentaires. Donc, je rappelle simplement à toutes les entreprises intéressées pour faire une demande de crédit impôt recherche que leur dossier doit être communiqué
ou tout au moins leur demande précisément de crédit impôt recherche doit être communiquée au service des impôts des entreprises qui gèrent leur dossier habituellement. Et c'est ensuite le service des impôts des entreprises qui nous transmettra la demande de l'entreprise afin que nous puissions l'étudier, l'examiner au fond. Donc, concernant la division le service chargé d'examiner les crédits impôt recherche, les demandes de crédit impôt recherche, notre examen se limite pour notre part aux demandes qui visent à demander un remboursement immédiat ou différé s'il ne s'agit pas d'une PME du crédit impôt recherche. Sachant que pour les entreprises qui demandent le crédit impôt recherche, mais simplement en imputation sur l'impôt sur les sociétés, si l'examen du crédit impôt recherche se fait, ce sera plutôt par l'intermédiaire d'un contrôle sur pièce ou par une vérification de comptabilité. Concernant un bilan pour l'année 2021 et 2022 pour ce début d'année. Donc, les mêmes conseils, donc des dossiers complets à nous communiquer. Donc, quand le service des impôts des entreprises nous a communiqué la demande de l'entreprise, immédiatement ensuite, nous envoyons une demande à l'entreprise lui indiquant tous les documents qu'il est chargé de nous transmettre. Donc, il serait utile que les entreprises se plient à cette demande et nous envoient immédiatement toutes les informations demandées. Parfois, les dossiers sont très, très incomplets et obligent l'administration à faire de très nombreuses demandes de façon à ce que nous puissions examiner avec tous les éléments utiles les demandes. Pour exemple, concernant la sous-traitance, on vous demande le cahier des charges, on vous demande le contrat de recherche, on vous demande les livrables et on vous demande les factures. Tous ces éléments nous sont indispensables pour constater si la sous-traitance peut être admise au sein de cette demande de crédit impôt recherche. De plus, l'entreprise devra démontrer dans son projet de recherche que les travaux de sous-traitance étaient indispensables à ces travaux de R&D. Ce point est particulièrement important. Nous relevons aussi dans un certain nombre de dossiers un état de l'art extrêmement laconique, parfois inexistant, auquel cas ce type de dossier donne lieu à un rejet. Nous avons également de très nombreuses difficultés concernant le statut de PME. De nombreuses entreprises ont des filiales, parfois sont sous la coupe, si j'ose dire, de holding, parfois de holding qui se trouvent à l'étranger. Pour démontrer le statut de PME, il nous faut tous les éléments, tant du point de vue juridique, c'est-à-dire les liens actionnariaux qui lient l'entreprise avec toutes ses autres filiales ou holdings. Il nous faut également les éléments comptables pour constater effectivement si les critères déterminés par la législation européenne sont bien remplis. Donc là, je vous ai exposé vraiment les points les plus cruciaux auxquels il serait important que les entreprises puissent répondre de façon à ce que les dossiers puissent être examinés plus rapidement.
C'est bon? Voilà, Merci Caroline pour ce petit tour d'horizon. Une petite question concernant le nombre de déclarants et la typologie de déclarants en Occitanie. Est-ce qu'il y a eu une évolution cette année? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Concernant le nombre de déclarants, nous sommes toujours sur des chiffres à peu près similaires. Ensuite, concernant la typologie, effectivement, des dossiers du point de vue de l'activité par elle-même de ces entreprises, il s'agit le plus souvent d'entreprises soit liées au secteur informatique, soit des entreprises liées au secteur pharmaceutique, mais qui s'expliquent effectivement par l'environnement économique de notre département. Tout à fait. Pour conclure, est-ce que vous auriez, alors vous nous avez fait part de pas mal de bonnes pratiques à adopter, effectivement, de façon à pouvoir vous rendre les dossiers les plus complets possibles et éviter du coup les demandes d'informations complémentaires de la part de l'administration. Si vous aviez un point d'alerte, un point de vigilance à donner à nos déclarants, lequel serait-il au regard des contentieux? Actuellement, qu'est-ce que vous conseilleriez de vraiment sécuriser? Alors, un point important aussi que je n'ai pas évoqué, effectivement, concernant les dépenses de personnel. Pour certaines catégories de personnel, les questions sont, nos interrogations sont beaucoup moins nombreuses. Par rapport à ces catégories de personnel, je pense effectivement à des personnes qui sont diplômées d'un doctorat ou sont diplômées d'écoles d'ingénieurs. La question se pose moins. Par contre, nous avons des catégories de personnel qui disposent de peu ou pas de diplôme, mais qui, nonobstant cette absence de diplôme, ont pu très bien acquérir une expérience professionnelle, les mettant tout à fait à même de poursuivre, de faire des travaux de R&D. Il n'empêche que nous ne connaissons pas ces personnes et qu'il nous faut des éléments probants pour pouvoir les intégrer dans les dépenses de personnel réalisant des travaux de recherche et développement. Donc ça, c'est un point particulier. Ensuite, nous avons également un certain nombre d'entreprises qui ne démontrent pas suffisamment l'occupation de ces salariés sur les travaux de R&D. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent aux entreprises de suivre au jour le jour les travaux de R&D qui sont entrepris par leurs salariés, de façon à pouvoir restituer rapidement à l'administration l'emploi du temps de ces personnels sur les travaux de R&D. En conclusion, je dirais simplement que l'entreprise doit démontrer, doit nous apporter des éléments probants démontrant que les personnels impliqués, selon elle, dans les travaux de R&D sont bien impliqués et qu'elle peut nous en apporter la preuve. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Je pense que nous aurons pas mal de questions vous concernant pour la deuxième partie du webinaire. Nous allons passer à la troisième présentation, qui est celle de ma collègue Nathalie Duras, qui est directrice de mission et référente fiscale au sein du cabinet Myriac Conseil. Et Nathalie va nous présenter les bonnes pratiques CIRS et 2I en 5 étapes. Voilà, Nathalie, je te donne la parole et je te donne aussi la zapette. Je n'avance pas. Donc, merci à Laetitia.
Donc, du coup, oui, par rapport à tout ce qui a été dit auparavant, donc nous avons eu l'avis de la DRARI, les conseils aussi des impôts. Donc maintenant, je vais parler un peu plus au nom des entreprises. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir justifier du bien fondé de sa déclaration de CIR? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place et quelles sont les bonnes pratiques? Alors, dans un premier temps, déjà, alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit des primo-déclarants ou des sociétés qui ont l'habitude de déclarer du CIR, donc, sachez qu'il y a effectivement, le crédit impôt recherche est un dispositif fiscal sur lequel, donc, qui est déclaratif et sur lequel, effectivement, l'administration a un droit de vérification, de contrôle. Donc, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir maîtriser les risques liés à ce dispositif pour bénéficier en toute sécurité de ce dispositif et pouvoir répondre correctement à l'administration fiscale, justement, quand elle le demande, dans les temps et avec les dossiers complets. Quels sont les risques à maîtriser? Donc, premier risque important à noter, c'est le risque qui concerne l'abus d'éligibilité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par abus d'éligibilité? C'est une déclaration volontaire de projet non éligible qui peut résulter soit d'une déclaration, on va dire, en sachant que ces projets ne sont pas éligibles, mais aussi ça peut résulter d'une non-maîtrise des textes fiscaux par rapport à l'éligibilité des projets. Donc, c'est vrai que, pour rappel, ce dispositif est basé sur des dépenses qui sont associées à un périmètre d'activité scientifique, donc un volet technique qui est défini et encadré par des textes de référence qui sont définis au niveau de la réglementation européenne. Et donc, la difficulté, donc, c'est pour les entreprises, ça peut être de mal interpréter ces textes par rapport à ces définitions, et donc ça peut être un motif de rejet, l'éligibilité des projets au crédit impôt recherche. Et je crois d'ailleurs que c'est le sujet, le motif principal de rejet, je pense, dans les contrôles aujourd'hui sur le dispositif. Donc la conséquence, elle est bien entendu financière et en fait, tout ce qui découle, toutes les dépenses qui sont associées à ce dispositif et qui sont déclarées découlent de ce périmètre d'éligibilité. Deuxième risque, donc, c'est un risque peut-être qui est moins abordé ou moins peut-être auquel on pense le moins en tant que contribuable, c'est la problématique de plagiat. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plagiat? C'est le paraphrase ou l'écriture d'un passage emprunté sans mention explicite de la source sur laquelle on s'appuie. Alors, quand on parle de plagiat, c'est principalement relatif à l'état de l'art, bien entendu, sur le crédit impôt recherche, où effectivement, pour démontrer le bien fondé de sa déclaration, il faut expliquer en quoi, par rapport à l'état de l'art, nos travaux vont contribuer à faire avancer les travaux. Nos travaux contribuent à faire avancer l'état de l'art, pardon. Et bien souvent, je pense que les écueils qui sont rencontrés sur les dossiers scientifiques, et là c'est peut-être la DRARI qui pourra nous en parler, c'est de copier des éléments ou réécrire des paragraphes sans citer les sources. Et donc ça, c'est un risque aussi qu'on rencontre souvent de maîtrise du dispositif et qu'il faut effectivement ne pas négliger pour avoir un dossier le plus solide possible. Et troisième point, troisième risque à maîtriser, bien entendu, donc c'est la fraude. Donc là, on parle carrément de fraude, donc c'est des comportements. Alors la fraude, ça peut être aussi involontaire, mais ça peut être aussi volontaire. Et c'est, en fait, c'est quoi? C'est dans le cadre de son évaluation, l'administration fiscale va vérifier le bien fondé de la déclaration et la cohérence de ce qui est déclaré par rapport à ce que vous avez justifié. Et donc, on a des risques d'insuffisance relevés dans les déclarations, ce que disait tout à l'heure Madame Pilin, de dossiers non complets, c'est toujours ces éléments-là, ou l'obtention indue du versement du crédit impôt recherche qui peut être rejeté par la suite lors d'un contrôle effectué plus tard. Et donc là, les conséquences, ça peut être le fait de rembourser le crédit impôt recherche, voire plus loin, ça peut aller jusqu'à des sanctions pénales si c'est volontairement que la fraude a été mise en place. Donc, voilà principalement les trois risques du CIR à maîtriser qui sont un peu synthétisés. Et comment faire pour maîtriser ces trois risques? Donc, c'est de mettre en place une démarche structurée et sécurisante de son processus CIR, que je vais vous décrire par la suite.
Alors, ce processus de démarche structurante donc, va être établi en 5 étapes. La première étape, donc c'est la partie, il faut déjà savoir maîtriser la sélection des projets. Toujours en lien avec ce volet technique d'éligibilité des projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il faut positionner et caractériser ces travaux vis-à-vis de l'état de l'art et de la bibliographie pour le crédit impôt recherche ou vis-à-vis du marché de référence pour le crédit impôt innovation. Et ça, c'est vraiment important pour ces dispositifs parce que c'est de là que découle l'éligibilité des travaux à ces dispositifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire établir un état de l'art ou un état du marché au démarrage des travaux, puisque les travaux, je vous rappelle, le crédit impôt recherche est calculé sur une année civile, donc, et puis on le dépose chaque année. Donc, il faut à chaque fois démontrer, positionner son projet par rapport aux connaissances scientifiques et au marché en début d'année pour le crédit impôt recherche ou au début du démarrage des travaux pour le crédit impôt innovation. Il faut pour ça démontrer qu'on a acquis les approches théoriques et pratiques sur la problématique scientifique dans le cadre du CIR. Et de là va découler des incertitudes techniques à lever et à résoudre par la mise en œuvre des travaux de recherche. Pour le volet innovation, ça va être la référence, ça va être le marché et non pas l'état de l'art. Et il va falloir démontrer et positionner ces travaux d'innovation pour pouvoir qualifier la supériorité des performances visées par votre produit par rapport aux performances des produits sur le marché au démarrage des travaux. Donc ça, c'est un point important à maîtriser dans le cadre de ces dispositifs. Alors maintenant, quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir maîtriser ce volet d'état de l'art et d'état du marché? Ça peut passer par la mise en œuvre d'un process de veille technologique qui permettra de mettre à jour continuellement votre état de l'art ou votre état du marché chaque année. Donc, ça va consister en quoi? Ça peut se formaliser sur la forme, voilà, vous allez faire L'idée, c'est de collecter, de mettre en œuvre un process qui permette de collecter les informations en temps réel et continuellement pour identifier et analyser chaque année, donc par exemple les publications en lien avec votre métier et vérifier toujours le caractère nouveau et incertain des travaux pour le CIR. Ça va être aussi pour le crédit impôt innovation, voilà, ne pas hésiter à identifier aussi que ce soit au travers de documents qui sont publiés sur Internet, mais aussi de documents que vous collectez, que ce soit des documents publics, des catalogues, des brevets ou sectoriels. Ça peut provenir des syndicats ou des personnes qui sont expertes dans votre métier, et des documents qui sont collectés et enregistrés dans votre documentation et que vous pouvez ressortir en cas de demande, par exemple, des impôts ou en cas d'expertise par un expert du ministère. Et ces documents doivent être datés. Et c'est ça qui permettra de pouvoir qualifier la supériorité des performances par rapport à votre produit. Un autre outil qui peut être utile, c'est ce qu'on appelle donc chez Miragon l'échelle des TRL et qui permet de caractériser l'avancement de votre projet. Donc, c'est quoi l'échelle des TRL? Qu'est-ce que c'est? C'est une échelle en fait qui a été définie par la NASA à la base pour analyser la maturité technologique d'un projet de recherche, d'un projet tout court, et qui va de l'étape initiale où on a très peu de connaissances sur un sujet, donc ça c'est l'échelle 1, et graduellement qui va à chaque travaux menés va permettre de créer de la connaissance sur le sujet et d'avancer sur l'échelle des TRL pour arriver à un produit qui va aboutir sur un marché, à une innovation. Et donc, cet outil, il est intéressant à exploiter dans le cadre de l'analyse de l'éligibilité des dispositifs parce qu'elle va permettre de positionner son projet par rapport à cette échelle et de savoir à quelle étape on se trouve. Est-ce qu'on fait de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée ou du développement expérimental? Et donc, est-ce qu'on est toujours éligible aux dispositifs fiscaux? Donc ça peut être un outil utile pour positionner son projet par rapport à son avancement et à sa maturité technologique. Voilà, donc, premier tour d'horizon sur la partie éligibilité. Étape numéro 2, donc, qu'est-ce qu'il faut aussi pour pouvoir mettre en œuvre une démarche sécurisante pour les dispositifs? Il faut pouvoir maîtriser la réglementation et les leviers d'optimisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par levier d'optimisation et réglementation? C'est que ces dispositifs, comme vous le savez tous, évoluent chaque année
Et d'ailleurs, Sylvie nous a fait part des évolutions pour l'année 2022, que ce soit à la fois sur le volet technique, mais aussi sur le volet fiscal, puisqu'on a aussi des évolutions voilà, qui peuvent arriver chaque année. Et donc, il faut pouvoir maîtriser l'identification de ces évolutions et la mise en œuvre d'actions qui permettent de faire évoluer ces outils pour calculer ses dépenses, mais aussi pour définir son périmètre d'éligibilité. Donc, ça permet donc de tenir compte de la réalité technique de votre entreprise et surtout de la mettre en cohérence avec le traitement des dépenses que vous allez faire et vérifier qu'il est réalisé en accord avec la réglementation. Donc, comment faire pour maîtriser ces évolutions réglementaires par rapport à ces dispositifs? Peut-être ça peut passer par la mise en place d'un système de contrôle qualité. Voilà, vous avez des outils j'en parlerai un petit peu plus tard aussi, qui sont à disposition, qui sont disponibles sur le site du ministère de la Recherche. Voilà, il y a des notices, des choses aussi qui sont mises sur le site des impôts et qui permettent d'utiliser ces outils pour faire vos calculs. Il faut intégrer à ces outils la détection d'erreurs ou d'inexactitudes par rapport à la réglementation et pouvoir les faire évoluer. Il faut aussi mettre en place un système de veille réglementaire pour permettre aussi d'ajuster les outils en fonction de ces évolutions. L'étape numéro 3, ça concerne encore le volet scientifique et notamment la justification technique de vos travaux déclarés dans votre déclaration CIR. C'est un volet aussi qui est important au-delà du CIR pour plusieurs raisons. Alors déjà, ça permet, donc la documentation technique qu'on vous demande de fournir en cas de contrôle sur ces dispositifs et en lien finalement avec la documentation formalisée que vous avez en interne qui vous permet aussi de suivre l'avancement de vos travaux. Voilà, c'est tout ça pour expliquer que ce n'est pas inutile d'engager un travail là-dessus pour sécuriser votre approche au niveau du CIR, mais aussi pour capitaliser votre travail en interne et permettre de mieux tracer les travaux réalisés de manière continue, permanente, et permettre d'analyser donc du coup la progression de vos travaux par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce qui est important là-dedans, avant de rédiger les dossiers techniques, c'est de bien documenter l'avancement de votre projet au quotidien. Et ça peut passer, donc l'intérêt, c'est déjà d'avoir consigné donc toutes vos hypothèses que vous avez, voilà, avant d'engager des expériences, des tests, voilà, avant vous avez réfléchi, voilà, de formaliser vos hypothèses. Pourquoi vous avez fait ça? Quelles expériences vous avez menées, quels ont été les résultats, est-ce qu'ils étaient positifs, négatifs, et de tracer tout ça chaque année et pour voir l'évolution. Par exemple, ça peut aussi être des documents de cadrage du projet, parce que ces documents-là permettent de montrer que la démarche que vous avez dans le cadre du CIR est une démarche qui est planifiée et systématique. Ce n'est pas quelque chose d'empirique et que vous avez établi comme ça sur un coup de tête. Donc, ça permet de solidifier aussi votre argumentaire et d'apporter des preuves concrètes. L'idée aussi dans la documentation de vos travaux de recherche, c'est d'apprendre de vos échecs. Voilà, vous avez eu un échec, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion et par rapport à vos travaux? Ça va vous permettre d'avancer, de ne pas reproduire ces échecs et de faire progresser donc les connaissances sur ces sujets. En interne, c'est quand même la capitalisation des connaissances. Voilà, je sais que ça peut prendre du temps pour certaines personnes qui peuvent juger que ça demande du temps, mais c'est important pour vous, à la fois pour ces dispositifs fiscaux, mais aussi en interne pour mieux mesurer la progression et la capitalisation des travaux menés. Ensuite, une fois que ces éléments-là sont mis en place en interne dans l'entreprise, l'idée aussi, c'est de sécuriser votre dossier justificatif de financement pour le crédit impôt recherche par diverses actions qui sont simples à faire, mais qui sont importantes pour cette dispositif. Donc, par exemple, j'entends par là, donc vous pouvez prendre en photo concrètement vos expériences, vos prototypes, consigner les résultats de chaque expérience dans un dossier, et ces éléments-là apporteront des preuves supplémentaires en disant « mais oui, voyez, j'ai réellement réalisé plusieurs prototypes et ça ne marchait pas du premier ». Sachez aussi que un certain formalisme est demandé pour la justification technique dans le cadre du crédit impôt recherche, je pense que vous le savez tous, et que des outils sont disponibles pour guider les entreprises sur la manière de le faire la plus cohérente avec ce que demandent les organes de contrôle, et notamment un fichier Excel de calcul qui est proposé par le ministère de la Recherche
et également une notice pour rédiger la documentation technique. Donc là, pensez à bien respecter l'organisation et la chronologie des paragraphes qui sont demandés dans ces documents, parce que c'est important et c'est ces éléments-là que va analyser l'expert ou le vérificateur. Donc ça ne sert à rien de rajouter des éléments supplémentaires, des choses qui ne sont pas demandées. Ça va demander du temps à tout le monde d'analyse et ça n'apportera rien à vérifier l'éligibilité de votre travail. Ensuite, il y a un autre point, c'est attention à bien respecter l'annualisation des paragraphes. Le dispositif est annualisé donc, par année, il est déclaré par année, donc respectez bien cette description des travaux par année. C'est important pour montrer aussi l'évolution par rapport aux années précédentes. Alors, là, j'ai mis quelques exemples de bonnes et mauvaises pratiques de rédaction. Voilà. Sachez que cette étape, elle est importante. Voilà, ne vous dites pas que en fait, vous pouvez réutiliser les documents existants. Certes, vous pouvez utiliser ce qui existe, par exemple, des dossiers de financement de BPI, etc., qui peuvent vous servir à rédiger ce dossier, mais ce n'est pas le même dossier et on ne vous demande pas la même chose, il ne sera pas jugé de la même manière. Donc, un exemple de mauvaise pratique, c'est de faire un simple copier-coller avec un dossier BPI dans un dossier CIR. Effectivement, il y a des choses qu'on peut retrouver similaires, mais il faut le retravailler. Ça n'est pas la même chose qu'on vous demande derrière. Une mauvaise pratique aussi, c'est de parler beaucoup des difficultés du quotidien qui n'ont rien à voir avec l'argumentaire qu'il faut apporter pour justifier l'éligibilité au CIR. Par exemple, le fait d'avoir pris beaucoup de temps, de justifier un nombre important de temps dans le suivi des temps et de dire que parce qu'en fait, on n'avait pas les compétences ou on n'avait pas les moyens financiers pour le réaliser, ça ne va rien apporter à votre dossier. Au contraire, ça va desservir votre dossier. Une autre mauvaise pratique, ça va être aussi de formuler des critiques qui ne sont pas constructives. L'idée, c'est vraiment d'apporter des enseignements, de tirer des enseignements par vos travaux et qui vont apporter quelque chose à vos travaux. Ou de ne pas prendre le temps, ce que je disais tout à l'heure, de capitaliser sur les travaux qui sont menés chaque année. Voilà, on ne va pas repartir de zéro chaque année. Voilà, vous n'avez pas déclaré des travaux sur quelque chose que vous avez déjà réalisé auparavant, mais la personne est partie et donc vous n'avez pas capitalisé, donc on repart de zéro. Il faut capitaliser en interne et formaliser au maximum les informations pour pouvoir avancer dans le processus. Et alors, les bonnes pratiques, ça va être du coup d'avoir un document. Donc, je vous dis l'importance de respecter le formalisme. Il faut que le document soit propre et concis. Voilà. Il ne faut pas qu'il fasse 40 pages, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Il faut qu'il y ait un fil conducteur. Pensez que l'examinateur qui va lire votre dossier, son travail, ce n'est pas d'examiner que votre dossier, il a plein d'autres choses à faire à côté. Donc, le moins de temps à passer sur votre dossier, et ça sera plus positif et ça passera beaucoup plus rapidement et en faveur de votre dossier. Donc, avoir un fil conducteur pour vraiment expliquer la genèse et pourquoi, en gros, un argumentaire de pourquoi vous êtes éligible au crédit impôt recherche et baser votre argumentation que sur ces éléments-là. Ne pas rajouter du détail inutile qui va rajouter des longueurs et qui va réduire la portée de vos travaux en rajoutant tout ce que vous avez fait, ça n'a aucune valeur et ça va perdre le lecteur dans l'analyse de est-ce que c'est vraiment éligible au dispositif. Donc, tout ça est en lien, effectivement, pensez bien que la forme et le fond sont importants dans le dossier. Effectivement, il y a un vocabulaire à adapter, à utiliser, qui soit sur le volet technique, sur le volet scientifique, et par exemple, sur le dossier crédit impôt recherche, voilà, il faut bien axer sur les questions de recherche et ne pas axer sur le produit ou le projet. Voilà, c'est un vocabulaire qu'il faut tourner et faire ressortir du coup le volet recherche derrière ce travail. Et bien entendu, chaque partie demandée doit être rédigée. On ne va pas renvoyer à des annexes. L'examinateur ne va pas analyser toutes vos annexes, il ne va lire que votre dossier et il ne va juger que sur la base du dossier. Et donc, respecter un plan de rédaction. Donc, pour conclure par rapport à cette partie rédactionnelle, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que, voilà, en gros, qu'est-ce qui est important à mettre en valeur dans ce dossier? C'est, l'analogie, ça va être un peu dur pour vous, mais c'est comme si vous êtes accusé d'un meurtre
et que vous devez justifier auprès d'un tribunal que vous êtes présumé coupable, mais vous devez apporter les preuves comme quoi ce n'est pas vous le coupable. Et donc, vous allez construire votre argumentaire que sur les éléments qui mettent en valeur cet aspect, et vous allez dérouler un déroulement logique pour apporter ces preuves. Vous n'allez pas parler du reste, ce n'est pas l'objet. Voilà pour conclure pour la partie technique. Alors, l'étape 4, c'est la partie dépenses. Donc, c'est toujours, une fois qu'on a analysé les projets, la réglementation et la documentation technique, au niveau des dépenses, il faut aussi maîtriser ce volet. Alors, qu'est-ce que j'entends par maîtriser les dépenses? C'est aussi, comme le disait tout à l'heure Madame Pilin, structurer et construire des preuves d'éligibilité de ce que vous déclarez. Ce n'est pas parce que vous dites que oui, vous avez fait des travaux de recherche que c'est suffisant pour démontrer que voilà, vous avez réellement effectué ce travail. Ce n'est pas parce que le personnel, vous avez mis en place un suivi des temps et que vous ne fournissez pas, par exemple, les CV et les diplômes, et donc vous ne justifiez pas de la qualification et de la compétence du personnel pour mener ces travaux, que vous avez apporté des éléments suffisants pour démontrer cette réalité de votre dossier. Donc, la première chose à faire, et qui est importante, c'est justement votre suivi des temps. Il faut, voilà, un suivi des temps, on va dire que dans la partie dépenses sur le crédit impôt recherche, c'est un peu la base de ce qu'il faut apporter à un examinateur pour lui montrer que déjà, on a su délimiter ce qu'on considère éligible et non éligible. Donc derrière, il faut pouvoir comprendre l'affectation de ces projets et y aller jusqu'à un niveau de détail dans ce suivi des temps où on identifie un projet éligible, un projet non éligible, mais au-delà de ces projets, à l'intérieur d'un projet éligible, on va aussi suivre ces temps par phase, parce que certaines phases ne sont pas éligibles au dispositif et il faut pouvoir les écarter et le justifier. Voilà. Donc l'idée, c'est de bien mettre en place ces aspects-là pour structurer votre suivi des temps, d'homogénéiser les informations saisies par tous vos salariés, effectivement aussi, puisqu'il faut que ce soit cohérent dans l'ensemble, et de mettre peut-être en place une méthodologie de travail pour que chacun puisse bien compléter ses temps en temps réel, et à la fin de l'année, voilà, qu'on puisse compiler ces temps pour apporter des éléments probants à l'administration fiscale sur ce volet-là. Donc, globalement, il faut savoir piloter en temps réel votre R&D et votre innovation. Ce qu'il va falloir apporter, c'est les temps passés, donc il faut collecter ces temps. Il faut, bien entendu, en interne, pour que ce soit efficace, simplifier la remontée d'informations vis-à-vis de vos salariés en interne. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose une machine de guerre, on va dire. Il faut que ce soit quelque chose de cohérent dans l'ensemble pour l'entreprise et suffisant pour l'administration. Il faut analyser la pertinence de la formation de l'équipe par rapport aux travaux. Comme disait tout à l'heure Madame Pilin, voilà, il y a des questions qui vont se poser sur la qualification de certains personnels, donc, ou des taux qu'on aura valorisés de recherche qui sont très importants. Et donc, il faut pouvoir apporter la preuve de pourquoi on a autant de temps valorisé. Est-ce que c'est légitime? Et cet outil, au-delà du CIR, va aussi permettre d'analyser la rentabilité de vos projets. Donc, il faut le voir vraiment comme un outil structurant pour l'entreprise et au service de dispositifs CIR. Un autre point important, là je fais référence plus à ce qu'a dit tout à l'heure Sylvie de la Drari, c'est la partie sous-traitance, qui est un poste de dépense aussi qui est important dans le cadre du CIR et qui est depuis quelques années, qui évolue pas mal et qui est regardé aussi, c'est un poste de dépense qui est aussi notamment regardé après le personnel. Et donc, tout à l'heure, Madame Pilin disait justement que voilà, il y a certains éléments qui sont indispensables à fournir pour analyser ces dépenses, à savoir le cahier des charges, les contrats, les livrables et les factures. Et donc, pour fournir tous ces éléments, il faut bien structurer ses collaborations et sa sous-traitance. Donc, il faut vérifier la validité des agréments, puisque pour prendre dans son CIR des dépenses de sous-traitance, il faut un agrément du ministère de la Recherche. Donc, il faut mettre en place un système de suivi de validation, demander à vos prestataires l'attestation d'agrément officiel. Voilà, première chose. Dans le cadre de ces collaborations, de ces sous-traitances, il faut un document qui entérine la collaboration ou la prestation. Donc, il faut établir un contrat.
un devis, un bon de commande, il faut un document qui soit écrit, qui formalise avec le cahier des charges quelles sont les missions confiées aux prestataires et aussi qui définisse les modalités, le périmètre, les modalités de livraison et les livrables qui sont attendus. Donc, dans le cadre de cette prestation, c'est pareil, on demande quelque chose à un prestataire et c'est bien cadré, on attend des livrables, des résultats, il faut que ce soit bien établi. Il faut aussi se poser des questions sur la propriété industrielle et les risques, justement par rapport aux notions de sous-traitance et de collaboration qu'a évoqué tout à l'heure Sylvie Robert. Est-ce qu'on facture au coût de revient ou au prix de vente, enfin, est-ce que c'est margé? Voilà, tous ces éléments-là, est-ce qu'on va partager la paye ou pas? Ces éléments-là, sachez que ces éléments-là sont importants parce que dans le cas d'un contrôle, ils sont analysés et c'est là-dessus que l'administration va se baser pour vérifier ses dépenses. Ensuite, deuxième point, il faut piloter, bien entendu, en temps réel, la collaboration, c'est-à-dire de bien collecter les preuves, donc les rapports, les états d'avancement, les comptes rendus datés que vous fournit votre prestataire, archiver ces documents, et notamment aussi les documents de clôture, les livrables de clôture, et surtout garder les preuves aussi par rapport à l'API, des publications, des résultats, des posters, tous ces éléments-là, ça va permettre d'alimenter derrière votre défense ou votre dossier en cas de demande de l'administration. Et enfin, dernier volet, c'est la maîtrise des enjeux et la stratégie de défense. Donc là, c'est de mettre en œuvre, l'idée derrière, c'est de mettre en œuvre une démarche qui permette de piloter votre entreprise par la gestion des risques. Donc là, l'idée, c'est de bien noter que ces dispositifs, les risques que j'évoquais au début, ce n'est pas lors d'un contrôle qu'on va les anticiper et qu'on va les gérer, c'est dès le début de la mise en place de ces dispositifs. Donc, il faut pouvoir appréhender et anticiper ces risques. Notamment, il y a des démarches pour ça, qu'a évoqué Sylvie, déposer des rescrits en amont pour demander l'avis de l'administration fiscale ou du MESRI sur l'éligibilité des travaux, et aussi établir une veille réglementaire en temps réel. Il faut aussi pouvoir mesurer ces risques. Est-ce que vous avez des outils qui permettent de se dire est-ce que j'ai pris un risque en prenant cette approche ou pas, que j'identifie bien par rapport à la réglementation où j'en suis, est-ce que je suis conforme ou pas à la réglementation. Et ensuite, définir une stratégie de défense, c'est-à-dire savoir vous entourer pour mener des actions d'optimisation, surtout de sécurisation en temps réel. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je ne peux pas faire dans le cadre de ces dispositifs? Donc, je m'entoure de spécialistes, je questionne l'administration fiscale, je questionne le MESRI. Je fais en sorte de bien m'entourer pour pouvoir faire au mieux ces dossiers. Une notion aussi à bien avoir en tête, c'est le calendrier fiscal. Ce sont des dispositifs fiscaux qui sont calés sur la déclaration de reliance fiscale. Donc, il y a des délais à respecter, notamment pour les rescrits. Donc, on peut déposer des rescrits. Donc là, c'est une demande d'avis de l'administration sur un projet et on a des échéances à respecter. C'est 6 mois avant le dépôt de la déclaration. Pensez bien à ce calendrier et à ne pas oublier ces échéances au quotidien dans votre gestion de votre process. Et l'idée, donc, que je disais tout à l'heure, c'est bien entendu de prendre le temps pour en gagner. C'est une information, c'est une notion importante à avoir en tête. Vous suivez vos temps sur l'année, vous collectez les preuves. Au moment où vous avez clôturé l'année, donc là, vous allez analyser effectivement l'éligibilité, vous allez commencer à calculer les dépenses et vous déposez votre déclaration au moment du dépôt de votre liasse, donc 3 mois à 4 mois après la clôture. Et à ce moment-là, l'administration est en droit de vous demander des justificatifs. Et donc, il faut avoir compilé tous les dossiers qui permettent de justifier ces dépenses, que ce soit au niveau financier comme au niveau technique. Sachez que, ce que disait tout à l'heure Madame Pina, c'est qu'il y a beaucoup de demandes de remboursement parce que si vous y êtes éligible, vous pouvez demander le remboursement rapidement. Bien souvent, on a des questions normales et donc il faut être prêt à ce moment-là. Ou alors, l'administration aussi a 3 ans après le dépôt de votre déclaration pour effectuer un contrôle. Donc, il faut avoir compilé tous ces éléments pour potentiellement, dans 3 ans, être en mesure de répondre à ces éléments, ces questions. Donc, pour conclure, ayez en tête que le processus CIR, donc c'est vraiment prenez le temps en amont pour anticiper, parce
le dispositif est imbriqué, le dispositif de processus CIR doit être imbriqué à votre démarche globale, à votre entreprise, c'est-à-dire vous avez un processus, dans votre entreprise, vous avez une activité, vous avez un processus support, RH, budget, etc., de fonctionnement de l'entreprise. Vous avez un processus R&D puisque vous faites des travaux de recherche ou d'innovation. Et en parallèle, il y a le processus CIR qu'il faut imbriquer à l'intérieur de ces différents processus et bien baliser et structurer parce que ça va piocher dans chacun des autres processus pour apporter la preuve de légitimité de ces dispositifs. Donc, pensez à bien établir ce processus CIR en temps réel et en accord avec vos autres process d'entreprise. Voilà. Merci Nathalie. Je passe la main à ma collègue. Merci Nathalie pour cette intervention très complète. Si on se résume, quel serait pour toi le point principal à retenir pour bien maîtriser son CIR? Quelle serait la bonne pratique ou la doctrine? Alors, la bonne pratique, c'est ce que j'évoquais en dernier, c'est effectivement de prendre le temps en amont pour en gagner ensuite. Voilà, donc c'est anticiper un maximum ces éléments, mettez en place la capacité de l'entreprise à pouvoir apporter des preuves sur ces différents éléments en accord avec la taille de votre entreprise. On est d'accord qu'une grande entreprise n'aura pas les mêmes moyens qu'une petite entreprise, mais des éléments qui soient suffisamment probants pour justifier tout ce que vous avez fait jusqu'à présent sur l'année précédente. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, nous sommes bien dans le timing, donc nous allons pouvoir passer à la partie questions. Merci à nos 3 intervenants. Cette première partie. Donc, deuxième partie, nous avons pas mal de questions. La première étant, la première, Sylvie y a déjà répondu, puisque c'était est-ce que le mécanisme de rescrit fonctionnera pour le CIRPO? Donc, Sylvie, si vous souhaitez ajouter quelque chose, mais d'après ce que vous nous avez dit lors de votre intervention, ce ne sera pas le cas. Non, effectivement, non, ce n'est pas prévu. OK. Ensuite, une question que je vais plutôt diriger vers Caroline Pilin ou éventuellement Nathalie, c'est quels sont les logiciels dont vous parlez pour suivre la R&D des salariés? Alors, c'est peut-être par rapport aux outils dont j'ai parlé. Oui, voilà, outils c'est de pilotage, je pense. Oui, oui, tout à fait. Oui, alors ça, c'est ça. Il n'y a pas de. Alors, ce dont j'ai parlé, c'est un outil Excel qui est mis à disposition sur le site du ministère de la Recherche. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas si Sylvie, vous souhaitez en parler ou. Oui, c'est un tableau qui est assez complet, qui semble rébarbatif pour certains d'entre vous, mais qui reprend en fait, qui dissocie bien sur chaque onglet la répartition du personnel dans les opérations de R&D, la nature des opérations. En fait, ça reprend. Il y a un résumé en fait qui explique sommairement les différentes opérations de recherche qui divisent, toutes les opérations qui sont reprises. Il y a aussi un onglet sur la sous-traitance, sur la veille, de mémoire. Et sur tous les postes de dépenses qui sont déclarés au CIR. Oui, c'est toutes les dépenses et aussi les subventions en fait, qui sont à déduire. Ouais. Je pense que là, la question concernait plus, en fait, je pense, le suivi des temps. Voilà, le suivi des temps. Et la question était, est-ce qu'on peut faire un suivi des temps correct pour justifier notre activité de R&D en utilisant un tableau Excel, ou est-ce qu'on doit faire appel à des logiciels un peu plus spécifiques? Quel est pour vous un outil simple pour pouvoir suivre correctement ces temps?
Alors, Écoutez, moi, je ne donnerai pas de nom de logiciel, hein, puisque je ne peux pas Non. faire de publicité, mais il est vrai qu'il existe des logiciels, évidemment, tout dépend de la taille de l'entreprise, mais qui permettent aux entreprises de suivre de façon quotidienne les travaux de R&D qui sont réalisés par chaque salarié, et ensuite de faire une synthèse annuelle permettant à l'administration d'avoir tous les éléments idoines pour examiner ces éléments. oui, peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que peu importe l'outil support, ce qui est important, c'est le niveau de détail à l'intérieur du suivi, comme je disais tout à l'heure, par projet et par phase, Ouais. par salarié et annuellement, c'est-à-dire tous les mois, tous les jours, voilà, combien de temps vous allez travailler. Et après, peu importe Tout le à fait. support Oui. de l'outil, je Bien pense. sûr, bien sûr. Ok, merci. Alors là, une question totalement différente qui concerne la confidentialité des dossiers, donc probablement plutôt pour Caroline et pour Sylvie. Comment être sûr que les recherches ou les découvertes qui sont décrites dans les descriptifs techniques resteront confidentielles vis-à-vis de la concurrence? Je pense que c'est pas vraiment une question, mais... Alors, tout d'abord, l'administration fiscale est soumise au secret fiscal et qui est puni pénalement si toutefois celui-ci ne devait pas être respecté par les agents des finances publiques. Donc ça, c'est la première sécurité, et je pense sécurité absolue, puisqu'il est hors de question de divulguer quoi que ce soit à l'extérieur et concernant ces projets. De plus, nous avons parfaitement conscience des éléments qui nous sont communiqués. C'est la raison pour laquelle nous prêtons énormément d'attention justement à cette confidentialité nécessaire. Côté ministère de la Recherche, nous sommes aussi tenus au secret fiscal. Et je tiens à préciser aussi que donc, les experts scientifiques auxquels on fait appel en fait, pour analyser les dossiers sont aussi tenus au secret fiscal. En fait, ils reçoivent une formation, ils ont un cahier des charges et ils ne peuvent pas non plus diffuser en fait, ce qu'on leur fait analyser. À titre d'illustration, par exemple, nous dépendons du rectorat et même ma directrice, si même la rectrice lui demande des informations dans le cadre d'une visite ministérielle ou autre concernant une société, en aucun cas elle ne va divulguer le fait que même que la société, par exemple, soit contrôlée. Ça, il est hors de question que ça arrive. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Très bien, merci. Et il en est de même pour les cabinets prestataires qui, bien entendu, ont une charte de déontologie et signent un accord de confidentialité avec leurs clients. Ouais, normalement, rien ne doit être divulgué. Alors, on va changer complètement de sujet. On va revenir sur le SICO. Alors, on nous pose une question. Un grand groupe qui collaborait avec un établissement public bénéficie en 2021 d'un CIR à 30%. Et désormais, il va pouvoir bénéficier d'un SICO à 40%. Est-ce que, voilà, je pense que les personnes souhaitent avoir un cas pratique de ce SICO. Alors, c'est évidemment, en fait, il y a une augmentation en fait, ça correspond aussi à une compensation de la fin du doublement de la prise en compte des dépenses avec un organisme public. Ce qu'il faut savoir, ce dont il faut bien se rendre compte aussi, c'est que là, il y a quand même des critères qui sont particulièrement importants, et notamment la réelle collaboration. En fait, c'est vraiment un acte de collaboration. Et il y a des grandes entreprises en fait qui ne seront pas forcément intéressées par ce genre de collaboration parce que ça nécessite quand même un partage de la propriété industrielle, et il y a des entreprises en fait qui ne sont pas prêtes à ça. Et puis, bon, une fois encore, c'est que sur une partie de ces dépenses de recherche et développement, uniquement celles qui sont faites en collaboration
avec un ORDC. Bien sûr. Très bien, merci. Alors là, nous avons une question sur la partie rédaction de descriptifs techniques où on nous demande s'il est possible, lorsque le développement d'une activité fait appel à du CIR et du C2I, de faire la même trame de rapport en mettant en avant ce qui relève de la R&D et ce qui relève de l'innovation. Donc là, on est dans du formalisme de justification. Je vais laisser Nathalie et Caroline répondre à cette question. Du fait de mon expérience en matière d'examen de crédit impôt recherche et d'innovation, moi je déconseillerais fortement d'utiliser la même trame puisqu'on est sur des logiques absolument différentes. Les travaux de R&D ne peuvent pas être assimilés à des travaux d'innovation. Donc, il y a nécessité pour l'entreprise de faire une distinction claire entre ces deux dispositifs. Ok, merci beaucoup. Une question d'ordre pratique aussi pour Sylvie. Quel est le calendrier pour les agréments? Dans quel sens? En principe, en fait, pour une entreprise dont l'agrément doit être renouvelé, le dossier doit être déposé entre septembre et décembre, il me semble. Septembre et novembre plutôt. Et pour une nouvelle entreprise, alors je ne me rappelle plus bien. Ces agréments sont traités en centrale au ministère de la Recherche par un seul service et pour toute la France. Donc, ils ont beaucoup de demandes à traiter, surtout avec les modifications les modifications qui sont intervenues avec l'agrément qui est étendu à toutes les structures. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, ça a pris un peu plus de temps, aussi parce qu'on avait des problèmes de personnel aussi en centrale. Donc, mais normalement, donc pour une entreprise qui a déjà eu un agrément CIR et pour lesquels c'est juste un renouvellement, il me semble que c'est entre septembre et novembre qu'il faut déposer le dossier. Oui, je pense que c'était plus des calendriers de dépôt, en fait, que Oui, les délais de réponse, Sylvie. Et pour une première demande, il y a un décret qui est passé justement en 2021 et donc le décret précise que c'est le 31 mars pour une première demande, pour le CIR, parce que c'est différent pour ces deux I. Et je ne suis plus saisie, la Nathalie. Alors, c'est juste une question alors, c'est une question un peu complexe, je pense. Oui, Oui, Sur les liens de dépendance entre une entreprise et un établissement public de recherche, que se passe-t-il dans le cas d'une société créée par un ou plusieurs chercheurs dans le cadre des mécanismes prévus à la loi Pacte? 5 Par rapport aux liens de dépendance. Oui, les liens de dépendance, mais pour quel... Oui, par rapport à quel dispositif? Voilà la question qu'on se pose là. Est-ce que c'est le cadre du SICO peut-être qui... Je ne sais pas. Peut-être, parce qu'effectivement, j'ai fait état de la dépendance, mais en fait, Parce que c'est ça. moi, la façon dont je conçois le système, mais bon, encore une fois, tant que la doctrine n'est pas encore sortie, c'est un peu difficile. À mon sens, si donc la dépendance, si elle se fait vis-à-vis d'une entreprise, en fait, le fait que l'ORTC soit certifié, ça justifie qu'elle fait bien le CIR, qu'elle fait bien de la recherche et développement et que du coup, c'est un organisme sérieux, donc qu'on supposera indépendant d'une entreprise. Si c'est dans le cadre que je comprends, c'est en fait les cas des spin-offs, en fait, par exemple, d'un laboratoire. Là, je crois que l'inversion de la présomption de dépendance, justement, la présomption de dépendance, il me semble que là, elle s'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait plutôt des réticences à penser que finalement, c'est l'entreprise qui a des liens de dépendance avec le labo. Donc, du coup, comme c'est elle qui demande le SICO, c'est plus, ça me paraît plus difficile
Autant dans l'autre sens, enfin, si par exemple le RDC pouvait avoir un lien de dépendance avec l'entreprise, ça pourrait être préjudiciable, mais dans ce sens-là, bon. Et puis de toute façon, encore une fois, c'est toujours dans le cadre d'un contrat de collaboration, donc avec un partage effectif de toute la recherche, des risques et des résultats. Donc je crois qu'il n'y a pas trop de risques de ce côté-là. D'accord. Une autre question concernant le SICO, c'est au niveau des dépenses de recherche facturées par les établissements publics. Est-ce qu'elles doivent être à leur coût de revient et est-ce que cela veut dire à coût complet? Oui, c'est ce qui est prévu. Enfin, encore une fois, ce serait explicité dans la doctrine fiscale. Mais ce qui est prévu, c'est effectivement que le RDC facture au coût de revient, c'est-à-dire au coût complet. Donc, ça comprend le coût direct, le coût indirect, mais sans marge commerciale. Ok. Très bien. Il y a déjà répondu. Ah, nous avons aussi une question. Alors, on va changer de sujet. Une question sur les prototypes. Une question pour Caroline Pilin, je pense. Comment est évaluée la prise en compte de l'amortissement des prototypes passés dans l'activité de R&D et quels sont les critères importants à respecter? Je pense que c'est un sujet chez vous à l'heure actuelle sur lequel vous pouvez nous donner quelques précisions. Donc, comment est évaluée la prise en compte de l'amortissement des prototypes? Donc, tel qu'il est prévu par la doctrine administrative et la loi, les prototypes, donc, pour être constitués généralement, le sont à partir d'immobilisation et beaucoup de dépenses de personnel. Donc, les immobilisations, évidemment, pourront être prises au titre des biens ayant participé à la constitution du prototype. Quant aux dépenses de personnel, celles-ci ne sont prises en compte que sur la catégorie dépenses de personnel et doivent être enlevées de la constitution du prototype, puisque là, dans le cadre de cette question, puisqu'on nous demande de l'amortissement d'un prototype, cela signifie que l'entreprise a activé ses dépenses de travaux, de recherche et développement. Et dans le cadre de cette activation, elle a donc inscrit des dépenses de personnel à son actif, mais il n'empêche que ces dépenses de personnel devront être retirées dans un premier temps du montant constituant le prototype pour être reportées dans la ligne catégorie dépenses de personnel sur sa déclaration de crédit impôt recherche, puisque le principe qui vaut, c'est une dépense ne peut pas donner lieu, ne peut pas être prise en compte, pardon, deux fois dans la demande de crédit impôt recherche, naturellement. Une autre question d'ordre pratique. Est-ce qu'il est possible de déclarer à la fois des activités de R&D pour le CIR et sur d'autres projets d'être un sous-traitant de travaux CIR d'une autre entreprise? Et en tous les cas, du coup, bien sûr moyennant un agrément, mais en tous les cas, du coup, quelles sont les bonnes pratiques à adopter lorsque l'on fait sa déclaration et que l'on est dans cette situation, Madame Pilin? Oui, naturellement, une entreprise sous-traitante qui dispose d'un agrément peut naturellement sous-traiter, signer un contrat de prestation de sous-traitance avec une entreprise donneur d'ordre pour lesquels elle réalisera des travaux de R&D et également réaliser pour elle-même des travaux de recherche et développement pour lesquels elle pourra bénéficier du crédit impôt recherche. Donc, naturellement, le crédit impôt recherche, la demande de crédit impôt recherche ne portera pas sur les travaux de R&D qui ont été facturés au donneur d'ordre. D'où la nécessité, évidemment, de faire un suivi extrêmement précis, comme vous l'a indiqué
Je l'ai fait deviner. Oui, par contre, Très belle. effectivement, ce qui est important dans ce cas-là, quand on a la graine en cire, c'est de pouvoir distinguer dans son suivi des temps les temps passés en interne, sur les projets internes, et les temps vendus dans son suivi des temps. Parce que, comme vous le savez, effectivement, on ne peut pas valoriser 2 fois la même dépense au travers des temps internes chez l'entreprise agréée CIR et en tant que personnel et chez le donneur d'ordre en tant que sous-traitance. Et la priorité, d'ailleurs, est donnée chez le donneur d'ordre pour ce type de dépenses. Donc, dans le cas précis qui était posé, effectivement, c'est possible de prendre ces temps dans le CIR, mais de déduire du coup la facture faite au donneur d'ordre de son assiette CIR, pour ne pas prendre en compte 2 fois cette même dépense au travers de 2 sociétés différentes. Alors, de ce point de vue, il y a eu une évolution de la jurisprudence. Auparavant, effectivement, on demandait à l'entreprise de soustraire de ses dépenses éligibles la facture facturée, donc la prestation, pardon, facturée au donneur d'ordre. Aujourd'hui, on demande simplement à l'entreprise de soustraire les dépenses finalement de crédit, les dépenses qu'elle a engagées pour réaliser ces prestations. Donc, ça veut dire ces dépenses moins sa marge commerciale, entre autres. Très bien, merci. Dernière question, on va passer aux 2 dernières questions, mais on a encore une question d'ordre pratique, on va dire. Comment pouvons-nous donner les justificatifs comptables d'amortissement sur une année civile quand nous sommes en année fiscale décalée? C'est à vous de reconstituer les dotations aux amortissements. Effectivement, pour les entreprises qui ont un exercice comptable décalé, alors même que le crédit impôt recherche porte sur l'année civile, c'est à l'entreprise de reconstituer donc ces dotations aux amortissements. Et en termes de justificatif, ce sera l'état des dotations à cheval sur l'exercice civil. Tout à fait. Ça peut être l'état des dotations de 2 exercices comptables. Tout à fait. Merci. Et moi, j'avais une dernière question, parce que Caroline Pilin, vous avez évoqué parfois la qualité, on va dire, médiocre de l'état de l'art. Et Nathalie Duras, vous avez évoqué les risques de plagiat. J'aurais souhaité vous demander à toutes les 3 quels conseils et quelles bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre pour rédiger un état de l'art, on va dire, pertinent, qui va vraiment permettre aux personnes qui analysent les dossiers de vraiment comprendre la justification des projets de recherche engagés. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil terminé dessus? Peut-être Sylvie. Oui, peut-être Sylvie. Oui. Sylvie. Peut-être Sylvie. Cette question. Peut-être, c'est vrai que ça dépend énormément à la fois des domaines de recherche et des entreprises. Peut-être que il faut un état de l'art, en fait, c'est pas. D'abord, ce n'est surtout pas un état de la concurrence. Ça, faut être clair. En fait, on ne justifie pas la nécessité d'un projet de R&D uniquement en disant que voilà, on veut faire mieux que la concurrence ou alors en disant tout simplement que ça n'a jamais été fait. Ça, il y a des fois, c'est un peu le genre d'état de l'art qu'on voit. Il ne faut pas se limiter. C'est vrai que ça peut être assez pratique à faire juste quelque chose d'assez sommaire en cherchant vite fait dans Google. Il faut quand même avoir aussi des références qui sont scientifiques. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus Nathalie, tu as quelque chose à ajouter? Peut-être, oui, il faut être assez synthétique. L'idée de cette partie, c'est vraiment de critiquer les travaux qui ont été menés, qu'on trouve dans la littérature scientifique, donc dans les publications, toutes sortes de rapports. Donc l'idée, c'est de vraiment faire ressortir les limites de l'état de l'art pour répondre à nos objectifs de recherche.
Et donc, l'état de l'art va servir à montrer les questions de recherche sur lesquelles on va travailler dans les travaux. Donc, c'est d'être assez synthétique, de traiter peut-être par axe de recherche des sujets sur ces connaissances. Voilà, j'ai un projet, j'ai une problématique. Dans l'état de l'art, je recherche qu'est-ce qui a été fait auparavant et je l'écris dans mon rapport. Tel travaux a été fait, etc. Mais ça ne répond pas à ma question sur tel et tel aspect, ce n'est pas assez précis. Donc, je critique cette publication et voilà. Et mes limitations sont à ce niveau-là. Ce qui existe, ça n'a jamais été fait, ça reste à l'état de concept, ça n'a jamais été expérimenté. Et c'est vraiment mettre en avant cette argumentation d'état de l'art de manière synthétique. Très bien, merci pour ces conseils, ces bonnes pratiques concernant l'état de l'art. Nous arrivons à la fin de ce webinaire, il est 11h30. Donc, nous allons clôturer. Je tenais à remercier nos intervenantes pour leurs interventions et pour ce moment d'échange qui est toujours très intéressant. Je vous rappelle que vous pourrez regarder en replay ce webinaire et je vous invite à remplir la petite enquête de satisfaction qui va vous être proposée à la fin du webinaire. Merci à toute l'équipe de la CCI pour l'organisation, la réalisation et pour leur accueil.